Bonjour et bienvenue à tous sur mon podcast Enfin, je vous dis tout. Je suis Tiffany Blézus, je vais vous donner toutes mes clés pour être bien dans votre tête, dans votre corps et dans votre travail. Bonne écoute! Hello à tous! Aujourd'hui, nous allons parler du bien-être au travail. Même si vous verrez que vous pourrez comprendre les principes et les appliquer à d'autres facettes de votre vie, cette fois j'ai eu envie d'axer le concept sur le travail. Donc l'idée de cet épisode, il m'est venu pas plus tard qu'hier, alors que je participais à un atelier sur la création d'entreprise. Bon, c'était pas l'atelier de l'année. Bah, clairement, on était déjà 4 au lieu de 8 qui étaient inscrits. J'étais la seule participante fille. Bon, ça vous donne une idée de l'engouement. Donc en fait, la deuxième fille, c'était la prof. Elle était très bien, très gentille, très souriante, voilà, adorable. Mais j'avais un souci, c'est qu'en fait, j'ai trouvé ça quand même très bizarre, d'enseigner la création d'entreprise sans n'avoir jamais créé d'entreprise soi-même. En fait, ça m'a vraiment posé souci parce que ça manquait, j'ai trouvé, de légitimité. Elle se sentait légitime à sa place. Elle était, convaincue que ce qu'elle disait et ce qu'elle faisait était très bien et c'est vrai. En théorie, elle connaissait toute la théorie de création d'entreprise, elle la connaissait. Mais pour moi, je me suis dit quand même que de la théorie, c'est bien, mais quelqu'un qui l'a pratiqué dans dans la vraie vie, c'est mieux. Je me suis dit que c'est comme si, enfin, finalement, c'est comme si, j'avais un coach sportif qui me disait tous les exercices à faire, mais en fait, lui-même ne les avait jamais, jamais testés, donc c'est bizarre. Donc bon, cette formation, elle m'a quand même appris quelques trucs, mais c'est surtout j'ai eu 7 heures pour cogiter sur cette fameuse question de légitimité et finalement, ben, là, j'ai décidé d'en faire un épisode parce que le sujet, il est quand même assez complexe et voilà. Donc me voici aujourd'hui. Et bien sûr, ben, les questions que j'ai pu me poser déjà moi, ben, c'est: «Est-ce que je suis légitime dans ce que je fais?» dans ce podcast, pour, coacher des femmes en souffrance, pour faire de la prévention sur le burn-out, enfin, tous les projets divers et variés que j'ai envie de mener. Il va de soi que je doute pas de ma légitimité maintenant, hein, mais c'est des questions qui m'ont forcément traversé l'esprit avant de me lancer. Et voilà, j'ai dû faire un petit travail sur moi pour me rendre compte qu'en fait, c'était complètement infondé et que voilà, j'avais ma place. Mais c'est pas le cas de tout le monde et c'est pas le cas non plus tout le temps. C'est aussi, comme je le dis souvent, c'est des périodes dans la vie où ça va un peu mieux, d'autres un peu moins bien, des moments où on se sent, plus à sa place, d'autres moins et cetera. Donc en fait, c'est toutes ces questions qu'on peut se poser lorsqu'on doute de soi pour entreprendre quelque chose. Et en fait, on n'a pas, on a toujours cette notion du regard de l'autre. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je suis à ma place pour parler de telle ou telle chose, faire telle ou telle action? On a déjà vu dans l'épisode sur l'estime de soi que le regard des autres, on s'en moque, d'accord? Mais se sentir légitime, en fait, c'est surtout pour soi qu'on le fait. Parce que si tu te sens pas légitime, dans ton travail en l'occurrence, parce qu'on a dit qu'on parlait de ça, bah, tu vas douter de toi, tu vas manquer de confiance, forcément tu vas pas être compétent. Ou en tout cas, tu vas pas développer et mettre à profit tes compétences réelles, c'est normal puisque tu vas pas y croire. Je grossis les traits, mais bon, vous avez compris l'idée. Donc ce sentiment d'illégitimité est également appelé le syndrome de l'imposteur. Donc ça vous parle peut-être un petit peu plus, parce que c'est, voilà, ça s'est largement, démocratisé, quoi. Donc on peut définir le syndrome de l'imposteur comme étant du coup l'impression de tromper son entourage sur ses compétences ou capacités, en fait comme si on n'était pas à la hauteur de la tâche à accomplir et qu'on prétendait l'être. Bien sûr, c'est totalement faux. Vous êtes tout à fait à la hauteur, mais en fait vous vous êtes auto-persuadé du contraire. Et c'est ça toute l'ambiguïté. En fait, c'est ce qui différencie aussi le syndrome de l'imposteur des croyances limitantes. Parce que les croyances limitantes, comme on l'a déjà vu, elles ont été suggérées par quelqu'un. Tandis que le syndrome de l'imposteur, vous l'aurez compris, elle a été créée par vous-même. Donc c'est assez vicieux. Et dans les 2 cas, bah, la pensée, de toute façon, elle est bel et bien ancrée vraiment au fin fond de vous. Et en gros, ben, si vous vous en débarrassez pas, elle peut vous polluer la vie, quoi, et vous empêcher d'accomplir plein de choses. Dans le cas du syndrome de l'imposteur, on peut aussi avoir beaucoup de mal à gérer ses réussites, parce que du fait de ce sentiment de ne pas mériter ce qui nous arrive, parce qu'on a l'impression de tromper tout le monde, quoi. Donc on va, voilà, on va pas pouvoir gérer la réussite et au contraire, on pourra aussi très mal gérer les échecs parce qu'on va se rejeter la faute sur soi-même, quoi. Et ça va forcément entretenir la croyance du: «Je suis nul, je ne mérite pas et ben, comme je suis nul, je ne mérite pas, je n'y arrive pas, je connais des échecs, il y a rien qui fonctionne» et cetera
et on a de nouveau un super cercle vicieux dont on n'arrive pas à se sortir. Donc c'est ce qu'on va un petit peu, creuser dans cet épisode du coup et on va commencer par qui est concerné, par le syndrome de l'imposteur? Donc la plupart du temps, le syndrome de l'imposteur, il touche, les jeunes actifs qui rentrent dans le marché du travail avec seulement quelques stages en poche ou une alternance, mais en tout cas peu d'expérience et ils ont du mal à croire qu'ils peuvent exercer telle ou telle fonction parce qu'ils se disent qu'ils manquent de compétences, de connaissances, mais c'est faux. C'est normal, ils débutent. On ne peut pas, rentrer dans le monde du travail et déjà avoir la même, expérience que quelqu'un qui l'a depuis 10 ans, c'est pas possible. Mais c'est une pensée qui malgré tout peut être vraiment, à l'intérieur de soi et s'empêcher du coup d'atteindre, des objectifs ou des postes, plus hauts. Parce qu'au final on c'est ce que je vous dirai après, on s'auto-sabote en quelque sorte. Donc déjà, il faut rappeler quelque chose. Ayant animé des dizaines et des dizaines et des dizaines d'entretiens d'embauche, si le recruteur vous choisit, c'est qu'il croit en vous. Déjà, il faut se dire ça. Si vous avez un poste, c'est pas un hasard. De manière générale, rappelez-vous qu'un employeur, il a plus à perdre qu'un salarié s'il fait un mauvais recrutement. Donc déjà ça, c'est très, très important de s'en souvenir. Donc si dans votre prochain emploi, vous perdez votre temps à vous demander si vous avez raison d'être là, souvenez-vous que vous avez été choisi et que votre venue, elle a été attendue et préparée, hein. Depuis plusieurs semaines ou plusieurs jours avant votre arrivée, votre nouvel employeur, il est en train de faire des pieds et des mains pour vous préparer votre poste de travail, créer votre contrat, réfléchir à votre intégration, vous trouver un binôme pour que vous puissiez apprendre avec. Il y a beaucoup de choses qui se préparent dans l'ombre. Donc vous êtes attendu. Donc quand vous prenez votre poste et que vous vous dites: «Mais est-ce que vraiment, c'était pas mieux un autre candidat?» Non, c'est pas mieux un autre candidat. Si vous avez été choisi, c'est parce que vous êtes le candidat idéal qu'on pense pour pouvoir que vous puissiez occuper le poste, en conséquence, quoi. Donc déjà, il faut s bon, premièrement, c'est assez difficile, mais se sortir ça de la tête. Voilà, vous êtes pas là par hasard et mettez rien non plus sur la chance, hein. Les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur ont tendance à tout remettre sur le dos de la chance et en fait n'acceptent pas que le mérite leur revient. La chance, elle est provoquée, hein. Elle tombe pas du ciel, d'accord? Il faut accepter qu'il y a des belles choses qui vous arrivent. C'est parce que vous avez fait des belles choses avant et maintenant c'est à vous de récolter ce que vous avez semé. En plus des jeunes, actifs, il y a des études qui ont également constaté un fort sentiment d'illégitimité chez les femmes. Bon, c'est pas une surprise, hein, quand j'ai lu ça, notamment si elles ont obtenu un poste de même niveau et même salaire que celui d'un collègue, mais masculin. Bien qu'elles méritent entièrement leur promotion et en fait, bien souvent, elles travaillent beaucoup plus dur, en fait, pour, prouver à leur employeur qu'ils ont fait le bon choix, pour justifier qu'elles aient ce niveau de salaire. Voilà, comme si elles avaient toujours quelque chose à prouver parce que, elles ont l'impression qu'en fait, des souvent elles étaient s elles même si elles ont pu, vraiment, voilà, avoir ce nouveau poste, en dans le viseur depuis un moment, que c'était leur objectif, mais une fois l'objectif, une fois qu'il est arrivé, on peut avoir ce biais, voilà, de se dire: «Bah, en fait, est-ce que vraiment je le mérite?» Et ça, c'est vraiment voilà, c'est pas une super, bonne pensée, hein, vous l'aurez compris. Et surtout, vous comprendrez aussi que c'est totalement infondé. Si elles ont obtenu le poste, c'est que comme quand on embauche quelqu'un, c'est que c'est la bonne personne pour occuper ce poste-là. Et donc, de manière générale, ben, on dirait qu'en fait, les voilà, les personnes les plus sujettes, au syndrome de l'imposteur, ben, c'est toutes les personnes qui démarrent une nouvelle activité, une nouvelle tâche, un nouveau job, un nouvel emploi. Et ce sentiment, des études ont remarqué qu'il perdure souvent les 6 premiers mois. Donc ça peut être quand même assez long. Parce que si on est 6 mois, pas très bien dans son poste à l'arrivée, c'est 6 mois déjà où il y a une grande partie de période d'essai, où donc on a beaucoup de salariés qui peuvent, ne pas aller au bout et pas persévérer parce que ce syndrome de l'imposteur est trop fort. Donc pour l'entreprise, ben, elle peut perdre un candidat qui pouvait être, très sympa et voilà qu'en fait il préfère partir. Et même, pour du coup le salarié, il va vivre ça comme un échec de partir de cet emploi, qui aurait pu lui convenir en tout point mais au final, il décide de s'auto-saboter et de mettre fin plutôt que de subir un échec et que finalement ce soit l'employeur qui le rejette. Donc, dans les 2 sens, c'est pas ouf, quoi. Donc on va voir maintenant comment ce syndrome se manifeste. Donc on l'a vu déjà, ben, c'est par l'attribution de quelque chose de nouveau, hein. Nouvelle tâche, nouvel emploi, nouvelle activité. Ensuite, ben, ça va cette nouveauté finalement,
va engendrer des doutes, du stress et de l'anxiété, en gros, pour réaliser ce nouveau défi. Et ça, ben, c'est entretenu malheureusement par le fameux cercle vicieux du négativisme. Vous vous rappelez, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois déjà. Donc, comme je vous l'avais déjà dit, rien ne va de manière générale pour vous. Alors forcément, bah, pourquoi ça irait au travail, quoi? Si vous êtes dans cette spirale de négativité, que vous êtes trop nul, vous êtes pas assez bien, il y a rien qui va, vous avez jamais de chance, tout est de votre faute, et cetera. Forcément, dans un nouveau travail, ça va pas d'un coup, changer, quoi. Au contraire, ça va vous êtes dans une spirale de dévalorisation et naturellement, vous pouvez vous demander, si vous méritez, ben, votre place à ce poste, quoi. Donc ça va pas être terrible si déjà vous partez dans un voilà, avec un état d'esprit qui est négatif pour, occuper un nouveau poste, ça va pas être le combo gagnant, quoi, hein. Faut commencer du coup déjà par avoir ce mindset positif que je vous ai déjà dit, en envoyant des bonnes ondes, et en semant des petites graines, partout, positives, et pleines d'optimisme pour qu'après, vous puissiez, récolter des choses qui soient bien, quoi. Après, on peut aussi se demander, si ces nouvelles missions qui vous sont confiées ou vous avez choisies parce que, quand vous cherchez un travail, souvent, c'est vous qui postulez à une offre et sur le papier, elle a l'air de vous correspondre. Mais finalement, est-ce que les nouvelles missions, ce nouveau poste, ils sont vraiment alignés avec qui vous êtes? En fait, qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas capable de relever le challenge? En fait, il faut se questionner sur, le pourquoi, en gros. Est-ce que la peur, elle est fondée? Est-ce que ce stress, il est fondé? Est-ce que ce sentiment, vient d'une croyance limitante? Ou c'est d'un manque de confiance? Parce que votre dernière expérience ne s'est pas bien passée. Donc en fait, il faut aller, chercher absolument la cause, de voir si du coup, ben, ça va confirmer que c'est bien le syndrome de l'imposteur ou au contraire, on va pouvoir trouver une autre cause, une cause profonde qui vient de plus loin, qui est antérieure, qui n'a rien à voir avec le travail ou qui est liée à un ancien job, enfin, qu'importe, pour pouvoir travailler du coup sur la cause pour que, dans la dans la vie future, ça s'améliore, quoi. Donc voilà. Ensuite, ben, forcément les risques, d'entretenir ce syndrome de l'imposteur. Hormis l'augmentation du stress, de l'anxiété, ben, des risques plus élevés de dépression et de burn-out, ça c'est, voilà, ça va ensemble. On peut citer, comme je vous l'ai dit, l'auto-sabotage. Parce qu'on l'a vu, les personnes qui recherchent, enfin ces personnes qui sont, voilà, qui sont pas bien, elles recherchent néanmoins des feedbacks sur leur travail, hein. Mais en gros, elles sont en attente de savoir ce qu'on pense d'elles et de son travail, mais elles sont pas capables d'accepter ce qu'on leur va leur dire. Donc soit ça va être une réussite et ben, en ce cas, ben: «Oh super, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai réussi à finir ce dossier en temps et en heure parce que, les étoiles étaient bien alignées et que du coup, j'ai eu de la chance». Bon. Ça, clairement, on est bien d'accord que la chance, ça n'a rien à voir là-dedans, hein. Vous avez travaillé, vous étiez peut-être, vous êtes démené pour y arriver et bravo, vous avez réussi. Il faut prendre le compliment pour vous. Et à contrario, soit si on va dire: «Ben, ouais, effectivement, là, le boulot, ben, ah, tu l'as un peu raté, tu pas allé au bout, qu'est-ce qui s'est passé?» Et là, ben, vous allez sentir que le la peur votre peur de l'échec, qui était bien enfouie, ben, va se réveiller et là, ça va être vous allez très mal le gérer, quoi, parce que, ça va être entièrement de votre faute. Là, vous allez pas vous dire: «Ah, mais peut-être que, c'est aussi de la faute de tel et tel» ou peut-être que c'est un facteur extérieur, peut-être que, enfin voilà. Non, c pour vous, ce sera au contraire l'échec, ben, comme vous êtes nul et que vous vous dites que vous êtes nul depuis si longtemps, bah, ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça se confirme encore aujourd'hui, je suis effectivement nul parce que j'ai encore une fois raté, ce dossier et cetera. Donc dans tous les cas, la personne, elle sera pas valorisée, elle va auto-saboter, ben, sa carrière si le syndrome perdure trop longtemps. Donc comment on peut faire pour se sentir plus légitime? Comment on peut arrêter finalement, d'entretenir ces pensées complètement, nulles, qu'on se le dise? Donc comme toujours, le plus important, c'est la prise de conscience, hein. Ça, c'est l'étape numéro 1 partout, je l'ai déjà dit, c'est la moitié du travail qui est fait. Mais si c'est pas vous qui en prenez conscience, parce que vous êtes complètement dans le déni, ben, ce sera à votre responsable ou votre manager de le remarquer. Peut-être aussi que ce sera un collègue, hein, qui travaille avec vous qui le remarquera. Mais surtout, en tant que manager, si c'est votre cas, vous avez un grand rôle à jouer pour améliorer le bien-être de votre salarié. Et ça peut passer par plusieurs pistes. Donc étape numéro 1 et sans surprise, le dialogue, hein. Évidemment que la première étape va être de communiquer avec le salarié pour mettre des mots sur son mal-être
et voir du coup s'il s'agit bien du syndrome de l'imposteur ou autre chose, comme on l'a vu juste avant. En 2, je dirais de dédramatiser les échecs. Hein, il faut rappeler qu'on a tous le droit à l'erreur et ne pas stigmatiser l'échec, et parce que sinon ça stresse encore plus le salarié, et le salarié qui est stressé, bah, il va faire de plus en plus de bêtises, hein, ça c'est normal. Ensuite, on peut discuter également des missions les plus difficiles, les plus problématiques, les plus stressantes, voir lesquelles sont, les identifier, les noter, pour ensuite les retravailler avec le salarié ou prévoir un accompagnement sur ces tâches pour mettre le salarié en confiance et voilà, qu'ils se sentent, voilà, valorisés dans ces tâches et accompagnés. Ensuite, on peut également éprouver, bah, la reconnaissance et donner des pistes d'amélioration étape par étape et prévoir des points réguliers. Donc le but, c'est pas juste de voir le salarié: «J'ai remarqué qu'il y a un truc qui va pas, qu'est-ce que c'est? Dis-moi», en lui tirant les verres du nez et en le laissant seul comme ça après la réunion. Non, il faut prévoir un accompagnement. La clé finalement, c'est ça, hein. C'est il faut que la personne, elle sorte de son isolement parce que elle est toute seule dans sa tête, en train de penser qu'elle mérite pas d'être là. Donc il faut lui rappeler qu'elle n'est pas seule, qu'elle est bien entourée, qu'elle a un management qui est bienveillant et de qualité, des collègues sur qui compter et que surtout tout ce qu'elle pense, ce n'est pas du tout ce qui est pensé par l'extérieur, que c'est uniquement, de son propre fait, quoi. Donc il faut vraiment qu'elle soit entourée et prévoyez des points réguliers avec ce salarié pour voilà, ne donner des petits objectifs, je sais pas, peut-être semaine après semaine, des petits objectifs tout à fait atteignables, à valider pour mettre le salarié en confiance, sentir un accompagnement et progressivement, ben, quand ça va mieux, on peut espacer ou voire arrêter l'accompagnement, mais il faut vraiment se sentir entouré. Ça, c'est très, très important. Et enfin, bien que bien sûr vous pouvez encourager du coup le salarié et rappeler que 70 de la population a déjà ressenti ce sentiment d'imposteur, hein. Donc c'est énorme. Donc en gros, ça va passer. L'essentiel comme toujours, c'est de proposer un environnement sans jugement, dans l'accompagnement, voilà, avec un management de qualité et ça sera déjà une grosse partie du travail qui sera faite, quoi. Donc pour conclure, je vous rappelle que le syndrome de l'imposteur, bah, il s'exprime dans la vie de tous les jours, hein, bien entendu. Vous l'avez peut-être, en écoutant cet épisode, ça peut-être pensé à d'autres événements de votre vie où vous avez pu vous être dans ce cas-là. C'est pas une maladie, hein, on est presque tous déjà passés par là, hein. Comme je vous ai dit, 70 de la population, qui va vivre ça à un moment de sa vie, c'est énorme. Et je dirais que le plus important, comme c'est vraiment de bien s'entourer pour pas se retrouver dans un engrenage négatif de dévalorisation et d'échecs qui peuvent avoir de forts impacts sur la santé mentale, hein. Donc sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu et puis je vous dis à dans 15 jours. Bye bye. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager à vos proches. Je vous invite également à le noter en me laissant 5 étoiles, tant qu'à faire, et un joli commentaire. Un grand merci à vous. Je vous souhaite une belle journée et à la semaine prochaine.